Flash Info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui, lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la Santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal ? Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire. T'es propriétaire et je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Bienvenue dans le Point Info de 94 degrés à l'ombre. L'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté. Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h. Retrouve ce point info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches. Bonne écoute à toutes et à tous. Hey, rebonjour tout le monde, bienvenue dans le Point Info. Y'a qui au fait dans l'équipe? Mais qui est dans les studios, dis donc? Allez, déclinez vos identités, mesdames, messieurs. Tu t'appelles comment, t'as dit? Moi je suis Elle, ok. Et vous? Moi c'est Orman. Moi c'est Babas. Attends, on t'a pas entendu. On t'a pas bien entendu. Moi c'est Babas. Salut Babas. Hey. Et moi c'est Camille. Et moi c'est Falco. Allez. Et bah super. On est plein. Et bah pour cette seconde partie d'émission et ce petit point info, on vous a prévu quelques sujets d'actualité. D'abord on va vous parler des Ice Patrols et des Black Panthers. Et puis après on va pouvoir enchaîner en parlant de Ali qui est un prisonnier politique palestinien. Et on pourra terminer en parlant du froid en tôle parce que c'est l'hiver et c'est grave la galère du coup. Et donc du coup on va pouvoir commencer en parlant un petit peu de l'ICE qui est la police de l'immigration aux États-Unis et qui on entend beaucoup parler dernièrement parce qu'il se passe vraiment beaucoup de dingueries avec et ça fait vachement peur ce qui se passe. Du coup on va vous introduire ça avec un petit audio de Combini si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, je te laisse lancer ça Camille dès que t'es prête. Bien sûr. Combini qui a été racheté par des milliardaires, je crois encore comme tous les médias, donc ah ouais. On ne tient pas Combini, mais ils ont dit des trucs pas trop mauvais, du coup on trouvait que ça illustrait bien un peu. Bon bref, on s'écoute ça. Battu Ronnie Nicole Good mercredi dernier à Minneapolis n'est pas un policier ordinaire. En effet, c'est un agent de l'ICE. Mais c'est quoi cette police américaine au cœur des critiques? ICE, c'est l'acronyme de Immigration and Customs Enforcement et on la surnomme souvent la police fédérale de l'immigration. Parce que ce sont des agents que Trump envoie pour faire sa chasse anti-migrants à travers les États-Unis et ils portent souvent un uniforme militaire et ont le visage couvert. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, ce n'est pas Donald Trump qui en est à l'origine. En effet, cette agence a été créée en 2003 sous George W. Bush en réaction aux attentats du 11 septembre 2001. Mais sous Trump, elle connaît une expansion sans précédent. Selon Politis, entre 2026 et 2029, le budget alloué à l'ICE est établi à 75 milliards de dollars, soit le double du budget sous Joe Biden. Et si l'ICE est au cœur des polémiques, c'est parce que ses méthodes sont jugées agressives.
Amnesty dénonce notamment des descentes de police violentes, des rafles et des arrestations massives. Selon le Guardian, l'ICE a arrêté sur l'année 2025 plus de 328 000 personnes et en a expulsé près de 327 000. Sur la même année, 32 personnes sont mortes en détention au sein du service de l'ICE, ce qui en fait l'année la plus meurtrière pour l'agence depuis 2004. Voilà, du coup, on vient à peu près de comprendre d'où ça vient ICE, du fait que ça existe depuis un certain nombre d'années, mais que depuis quelques mois, c'est vraiment devenu une dinguerie. Genre, je sais pas si vous aussi, vous avez vu ça dans les médias, mais les Américains, ils sont en train vraiment de se mobiliser contre le gouvernement Trump, de ce que j'ai compris. Et on voit des vidéos tournées où il y a des habitants, habitantes, en fait, qui prennent des sifflets dans la rue pour pister ICE et prévenir les gens qui n'ont pas les bons papiers ou qui n'ont pas la bonne situation administrative, en fait, de courir et de se casser, parce que c'est clairement de la déportation ce qui se passe. Et de ce que j'ai compris dans les sondages, l'opinion publique est vraiment commence à se positionner contre Trump, en tout cas aux États-Unis et dans les grandes villes, à Minneapolis, à New York, dans les grandes villes comme ça, et je crois peut-être à Chicago aussi. Et donc c'est un peu, moi je trouve ça assez cool, au moins que les gens ils se réveillent et qu'ils voient que c'est carrément une milice raciste de déportation. Et par rapport à ça, j'avais vu une vidéo qui expliquait, en gros, ce qu'on entend de plus en plus dans les médias, c'est que ICE est comparable à la Gestapo pendant le régime nazi. Mais moi, j'ai vu une vidéo qui remettait un peu les choses dans le contexte et qui expliquait que c'est vrai, mais à nuancer, parce qu'en vrai, les États-Unis, ils n'ont pas forcément de gros liens avec le nazisme. Ils ont plus un lien avec le passé ségrégationniste, notamment avec les slave patrols. Parce que qu'est-ce que c'est les slave patrols ? C'est des milices esclavagistes. C'était des groupes d'hommes blancs armés organisés dans les États esclavagistes du sud des États-Unis avant la guerre de sécession, chargés de surveiller, contrôler et discipliner les personnes réduites en esclavage. Leur rôle principal était de poursuivre et retourner les esclaves fugitifs, d'empêcher les rébellions et de faire respecter les lois esclavagistes, souvent par des mesures violentes et arbitraires. Et du coup, ce que cette personne disait, alors je peux pas vous retrouver l'audio parce que c'était pas en français, et on a une radio francophone, du coup on peut pas diffuser des trucs en anglais, ou alors vous comprendrez rien, sans doute. Mais globalement, ça expliquait que c'est un peu aussi une stratégie de l'extrême droite pour se distancier de ces trucs de déportation, de ces milices de déportation, parce qu'en gros leur take c'est non mais ça c'est le régime nazi, nous on n'a rien à voir avec ça. Sauf que la réalité elle est tout autre. En fait, aux États-Unis, il n'y a pas forcément d'héritage nazi, par contre il y a un héritage ségrégationniste, et notamment toutes les familles bourgeoises blanches, ou en tout cas une grosse partie, ont un lien avec la traite des esclaves, et notamment c'est pas un hasard pourquoi il y a des ultra riches aux États-Unis. C'est parce qu'il y avait des gens qui exploitaient des Mexicains, des Noirs et des Arabes globalement, et ça permet en fait de comment expliquer, en gros Trump il le sait très bien, notamment parce que lui il est né en 46, il a observé la ségrégation, il a observé les mouvements des droits civiques, les assassinats par exemple de Malcolm X, j'ai perdu son nom, Martin Luther King, et c'est une stratégie en fait de vouloir cacher ce passé et de pas vouloir un peu faire un lien avec l'esclavage et cette milice qui a été créée au début des années 2000. Elle, tu voulais nous parler un peu de ça aussi ou... je voulais retourner sur le point historique que tu as déjà pu commencer à faire. Ah ok, pardon, et, je t'ai coupé. Et dire que du coup, ces milices, elles ont été en action entre 1704 et la fin du 19e siècle. Elles étaient légales, en fait, elles étaient officielles, et les gens étaient payés pour faire ça, en fait. Mais elles ont continué à être perpétuées quand même sous une autre forme après la fin du régime esclavagiste et suprémaciste qu'il y avait à l'époque, et notamment du coup avec des milices autonomes comme le Ku Klux Klan qui est assez connu en fait, qui perpétue l'idéologie suprémaciste blanche par des actions directes, racistes et xénophobes. Clairement ils attaquaient des gens, le Ku Klux Klan, et voilà. Et du coup c'est pour ça que nous on trouve ça quand même plus intéressant de voir l'ICE sous cet angle de lecture comme genre l'héritage des milices esclavagistes et suprémacistes, plus que comme la Gestapo, parce que du coup ça n'a pas forcément de lien avec le contexte historique qu'il peut y avoir aux États-Unis par rapport à l'histoire
qui a pu se passer là-bas, parce que comme Camille pouvait le dire, en fait, il y a pas forcément d'histoire très forte du nazisme aux États-Unis. Par contre, il y a une histoire suprémaciste et ségrégationniste qu'il y a vraiment très très forte et qu'on retrouve encore aujourd'hui, en fait. Et du coup, ça se met dans une réalité historique plus proche du réel, et ça évite de voir l'ICE comme un peu un ennemi qui a déjà été battu, parce que la Gestapo, c'est bon, on a battu les nazis, ils sont morts maintenant. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin de se mobiliser contre, parce que dans tous les cas, ils vont finir par disparaître tout seuls. Et du coup, ça enlève cette possibilité de se battre contre eux et de les voir comme des ennemis bien réels contre lesquels il faut s'organiser, et contre lesquels il faut continuer à se battre pour notamment protéger les personnes qui sont actuellement en train de crever ou d'être déportées par ces milices de l'ICE, en fait. Et du coup, c'était ça un peu sur lequel je voulais revenir. Et je crois que du coup, Camille, tu voulais faire le lien avec ça, avec les Black Panthers, qui du coup ont pu s'organiser aussi contre des milices dans ce genre pour protéger, faire de la communauté et faire en sorte d'arrêter ces crimes fascistes, racistes, xénophobes, tout ça. Mais oui, écoutez, comme Ninyok dit très bien, on peut écouter un petit extrait de La vie qu'on mène. Attendez, on s'écoute ça. On n'entend pas. On recommence. Attendez. J'ai raté. Pousse. Pousse. J'avais pas mis le son. Ok, on recommence. Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Black Panther, comme la daronne de Tupac. Et oui, comme on entend, la daronne de Tupac, elle était dans les Black Panthers, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu. Mais qu'est-ce que c'est les Black Panthers ? Déjà, ce que je pourrais dire, et ce qui m'a poussé à vouloir parler de ça et de vouloir m'intéresser à ça, c'est que on est en train de se rendre compte que les Black Panthers se reforment actuellement aux États-Unis, et c'est vraiment une dinguerie. C'est super. Mais si vous voulez, je peux vous mettre un petit court extrait audio qui explique déjà, pour qu'on sache de quoi on parle, ce que c'est les Black Panthers. Ensuite, on pourra parler de tout ça. Black Panther Forever. Exactement, Black Panthers Party. Le Black Panther Party n'est pas né de la violence, il est né d'une injustice. Quand nous parlons des Black Panthers, on imagine tout de suite des armes, des poings levés et la peur de l'Amérique blanche. Mais avant d'être un symbole de colère, le Black Panther Party for Self-Defense, c'était une réponse. Une réponse à des décennies de promesses brisées, de ségrégation et de mensonges. Une Amérique qui parlait d'égalité tout en maintenant ses citoyens noirs dans la misère et la peur. Après des siècles d'humiliation, les années 1960 voient naître un nouveau mot d'ordre, le Black Power. Le livre de Tom Van Hersel, que vous voyez juste ici, donc Panthère Noire, le rappelle très bien. Ce mot n'est pas qu'un simple slogan, c'est une révolte intellectuelle et aussi politique contre un système qui nie l'humanité noire. Les Panthers, donc fondés en 66 à Oakland, donc par Huey Newton et Bobby Seale, veulent protéger les Noirs des violences policières, nourrir les enfants du ghetto, ou en tout cas des ghettos, et éduquer le peuple. Ils ne veulent pas intégrer une société raciste, mais construire un modèle autonome, libéré de la tutelle blanche. À la page 22 de l'ouvrage, nous pouvons lire ceci. Nous rejetons le rêve américain tel qu'il a été défini par les Blancs et nous devons travailler à construire une réalité américaine définie par les Afro-Américains. Et c'est un discours déclaré par la SNCC à l'été 66. C'est ça le cœur du mouvement. Ne plus rêver le rêve américain, mais inventer le sien. Le Black Panther Party, c'était une école, un refuge, un cri de liberté. Mais c'était aussi une menace pour un système fondé sur la peur. Le FBI les a traqués, infiltrés, détruits, parce que leur message était trop puissant. La dignité noire ne se négocie pas. Et aujourd'hui encore, leur héritage résonne dans chaque lutte pour la justice et l'égalité. Voilà, du coup, on vient de s'écouter un petit extrait que j'ai trouvé sur Instagram. Vous pouvez le retrouver en tapant Black Panthers Party Histoire, je crois que j'avais noté comme ça. Et globalement, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça revenait un peu sur tout ce mouvement. Parce qu'on connaît un peu Black Panther, genre tout le monde en parle, mais personne sait trop ce que c'est. Mais globalement, c'est des Afro-Américains qui sont marxistes, du coup, qui s'inspirent de la grille de lecture de Karl Marx, qui sont auto-organisés pour créer des... Alors c'est pas des milices, mais c'est plus des groupes d'autodéfense par rapport à la police. Donc ils arrivaient avec leurs gros fusils à pompe et ils surveillaient que la police agissait dans leurs droits ou dans la déontologie de la police, quoi. Et ils protégeaient les Afro-Américains. Du coup, c'était un peu genre un groupe d'autosupport pour les communautés afro-américaines pour se protéger du coup du suprémacisme blanc.
Et comme ça disait dans la vidéo, ils s'arrêtaient pas du tout à ça. Genre, ok, ils étaient armés et ils protégeaient, ils faisaient des actions armées, mais ils s'arrêtaient pas du tout que à l'action directe. Ils faisaient aussi ils ouvraient des cliniques, ils préparaient à manger pour les enfants avant qu'ils aillent à l'école. Vraiment, ils faisaient tout un truc d'autosupport pour leur communauté. Sauf que le FBI a mis ses pattes dedans et a détruit le truc de l'intérieur, a saboté le truc et les ont obligés à migrer en Algérie. Et le gouvernement algérien les a livrés au FBI. Du coup, ils sont tous fait arrêter, assassinés comme Malcolm X, comme plein de figures, genre Angela Davis et tout. Bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une dinguerie que le Black Panther soit en train de se reformer. Ça avait commencé en 2020, pendant Black Lives Matter. On avait vu vite fait que certains se reformaient, mais actuellement... ça n'avait pas été beaucoup poussé médiatiquement. Actuellement, aux États-Unis, ça commence un peu à en parler, mais en France, j'ai même pas trouvé d'audio qui en parlait vraiment. Personne n'a traité à la radio encore pour l'instant le fait qu'il se reforme. Et Norman, tu voulais intervenir ? Ouais, moi je voudrais en fait relayer un témoignage d'un membre des Black Panthers que j'ai pu voir sur les réseaux et je vous partage en fait ce qu'il a dit, ou en tout cas c'est la retranscription. Une femme désarmée a été tuée par l'ICE. Nous patrouillons pour défendre la communauté. Nous sommes Panther Party. Nous sommes plus le même Panther Party qu'à l'époque. Mais nous sommes un petit peu plus agressifs aujourd'hui. On a des plus gros flingues et on se laisse pas faire. Bien que le groupe se soit officiellement éteint en 1982, des activistes s'en réclamant font régulièrement leur réapparition, notamment pendant le mouvement Black Lives Matter. Voilà, tout ça pour dire que c'est la politique Trump en fait qui a déclenché en fait la résurrection du mouvement Black Panther, et ils ont raison. Ils ont raison parce que quand tous les jours tu vois des dingueries, parce que c'est acté, hein, il y a des faits divers qui surgissent dans les médias tous les jours de cette police baptisée ICE, et voilà qui perpétue des agressions, et même jusqu'à des assassinats de personnes désarmées en pleine rue. Donc voilà, je trouve force au Black Panther qui se laisse pas faire et qui manifeste. Parce que des fois, t'as pas d'autre choix quand t'es noir et que t'es démuni, t'es personne. Et c'est pareil aussi en France, hein. Dans les quartiers défavorisés, c'est exactement la même, et on reproduit en fait les mêmes erreurs que les ricains sur le territoire français. C'est-à-dire que la politique du tout répressif aux États-Unis a directement mené à plus de 2 millions d'incarcérations, et voilà, qui a engendré une violence sans commune mesure aux États-Unis. Comme quoi la répression, ça ne marche pas. Au contraire, on est clairement dans dans la mauvaise application si on veut vraiment retrouver une société, comme les gouvernementaux la voudraient. C'est-à-dire que, et même tout ça, c'est de la politique. Hein. On fait du marché de la peur, on fait du marché de l'insécurité pour se faire élire en campagne. C'est juste scandaleux parce que ils vont nous faire croire que la délinquance a augmenté, que les assassinats ont augmenté. C'est faux. Et c'est juste que c'est plus visible grâce aux médias relayés. Mais les gens ne vont pas rester sans réaction. Et là, on le voit très bien aux États-Unis. Et je crains qu'en France, avec la politique Darmanin, et voilà, ça passe exactement la même chose. Donc non à la répression et à la politique du tout répressif. Ouais, de ouf. Merci beaucoup pour ce point et pour avoir fait aussi le parallèle avec la France, parce que je crois que c'était un peu l'idée aussi, c'était de dire, en fait, regardez ce qui se passe là-bas. Ça va arriver. Il se passe aussi des dingueries chez nous. Généralement, on le voit bien, les politiques états-uniennes, on les suit rapidement en France aussi. Il y a un peu un truc. Et puis on le voit déjà avec la montée du fascisme et puis les élections 2026. Marine Le Pen. 2027. Voilà. Mais je pense on a peut-être fait un peu le tour sur ce sujet-là, même si il y aura sans doute plein d'autres choses à dire. Ouais. Là, il nous reste beaucoup moins de 10 minutes. Du coup, je vais passer au point qu'on avait après. Et puis, si on a le temps, on pourra terminer sur le front en tôle. Et puis sinon, on pourra en parler la semaine prochaine. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire.
Alors du coup, moi je voulais vous lire un post de Libéré Ali, donc sur Instagram c'est Libéré Ali tout attaché, qui parle du coup de l'affaire de Ali. Alors, le 28 mai 2024, au petit matin, la police française fait éruption dans le domicile familial. Enfonce la porte de l'appartement, dégrade la voiture de la compagne d'Ali, retourne l'appartement, y compris les chambres des enfants. Sa compagne et lui sont brutalement arrêtés sous les yeux de leurs jeunes enfants terrorisés par la présence d'hommes cagoulés et armés dans leur foyer. Une perquisition violente qui a traumatisé l'ensemble de la famille et leur voisinage et les a marqués durablement. Sa compagne est emmenée de nombreuses heures en garde à vue. Les policiers la menacent de l'incarcérer, de perdre la garde des enfants. Et tout cela alors qu'elle ne fera l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Depuis son arrestation, le 28 mai 2024, Ali est incarcéré en détention provisoire en l'attente d'un procès. Pour quelle raison ? Parce que les autorités israéliennes ont transmis des accusations contre Ali aux autorités françaises. Depuis son arrivée, Ali bénéficie du statut de réfugié. La France lui a accordé l'asile, lui assurant ainsi protection contre la répression de l'État israélien. Mais en dépit de ses engagements dans la protection des réfugiés, de la situation catastrophique en Palestine, du génocide en cours à Gaza, de l'accélération dramatique de la colonisation et des violences commises en Cisjordanie par l'armée israélienne et les milices des colons, largement documentées par l'ONU et de nombreuses organisations internationales reconnues, entre parenthèses Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem, etc. La France a choisi de donner suite aux accusations israéliennes. Il est actuellement incarcéré au sein de la maison d'arrêt d'Osny, dans le Val d'Oise, et a été détenu pendant 4 mois au quartier d'évaluation de la radicalisation de Vedin-le-Veil. Un quartier de haute sécurité qui suscite inquiétude et questionnements déontologiques sur les possibilités réelles de respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues. Sa première demande de liberté conditionnelle a été refusée et ses avocats ont lancé une procédure de nullité en cour d'appel. Mais la Cour s'est estimée ne pas être en mesure de juger la demande. Nous allons donc pouvoir nous pourvoir en cassation pour demander que cette procédure soit jugée illégale au regard du droit international. Son titre de réfugié lui a été retiré au motif qu'il représenterait une menace pour la sécurité intérieure, alors même qu'il n'a pas été jugé et que le droit français garantit la présomption d'innocence à toute personne. Une procédure d'appel est en cours, mais nous nous doutons qu'elle ne donnera probablement pas de réponse tant que la procédure contre Ali est en cours. Quelques semaines après l'incarcération d'Ali, sa compagne a été diagnostiquée d'un cancer très agressif, qui s'est régionalisé en quelques semaines seulement. Le médecin qui a effectué le diagnostic a expliqué que le déclenchement du cancer était probablement dû à un stress important. Sa compagne avait alors perdu le sommeil, se réveillait en sursaut chaque nuit et était dans un état de stress majeur depuis l'effraction de leur intimité familiale et la violence de l'arrestation de Ali. Depuis, elle doit suivre un traitement hebdomadaire, voire quotidien particulièrement lourd et invalidant, dont la réussite ne peut être garantie. Les enfants ont également développé d'autres formes de stress suite à la perquisition. Un réseau de solidarité s'est constitué autour de la famille pour leur assurer un soutien au quotidien. Mais la situation reste difficile financièrement et moralement. Voilà, c'était un texte un petit peu pour résumer la situation de Ali, mais on pourra en parler peut-être plus longuement une prochaine fois, parce que là on n'a pas beaucoup de temps. Et notamment parce qu'on va faire des émissions sur le milieu carcéral en Palestine. Comment les Palestiniens se font enfermer par l'État colonial d'Israël. Je crois que ça sera en mars, c'est ça ? Oui, il me semble aussi, pour des jours spécifiques de commémoration de la Palestine et du peuple palestinien, tout ça. Il y aura une suite de plusieurs interventions sur 94 degrés à l'ombre par Horizon Palestine. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, on pourra en reparler à ce moment-là même. Ouais, de ouf. Ça sera, c'est pas défini encore quand ça passera à l'antenne, mais ça sera du style tous les premiers dimanches du mois, un truc comme ça qui avait été mis en place, non ? Je sais plus, bon, on vous redonnera les dates. On vous en tout cas. redit, restez branchés. Ouais. Et puis n'hésitez pas à aller du coup lire sur le compte Instagram de Libéré Ali, Okay. ou même faire des petites recherches en ligne. Je pense qu'il y a des articles qui peuvent être intéressants à trouver sur son cas, notamment si, je sais pas, vous voulez donner du soutien, de la thune à la famille et tout pour les procédures judiciaires, ou juste vous tenir au courant, parce que déjà le fait qu'il y ait une massification des gens qui soutiennent autour, ça permet d'éviter que l'État fasse trop de dingueries et tout. Voilà. Moi, je voulais passer un petit big up à tous les détenus qui ont bravé le froid ces dernières semaines. Notamment, on sait très bien que les conditions elles sont hyper précaires dans les prisons et que les fenêtres elles sont soit fissurées, soit il n'y a pas de fenêtres et le froid il rentre. Et du coup, quand il a neigé, on pensait grave à vous. Et on vous invite aux gens qui ont accès à Internet d'aller voir sur Instagram, sur OIP.
Comment ça s'appelle? C'est l'Observatoire international des prisons. Exactement, merci beaucoup. Putain, elle est hyper calée, elle. Excellent. Et du coup, ils ont fait un communiqué qui s'appelle « Le froid glacial s'invite derrière les barreaux, une indifférence persistante ». Du coup, allez vous brancher là-dessus, ils font un chouette travail. Et vous pouvez aussi leur envoyer vos témoignages, hein, ils les publient régulièrement sur leur page Insta, du coup c'est chouette aussi de pouvoir partager ce que vous vivez, avoir du soutien et tout, et puis aller lire aussi ce que les autres y vivent, voir qu'on n'est pas seul et tout, qu'on se soutient. Ouais. Et c'est ces gens qui ont fait le guide du détenu. C'est ça. Que vous pouvez recevoir du coup en prison ou même totalement sur leur site internet. Ouais, donc vraiment n'hésitez pas. Et il est 13h56, je pense qu'on peut prendre le temps de se dire au revoir correctement et tout, faire des big up à tout le monde et puis ensuite se mettre une petite musique de fin pour se quitter tranquillement. Fuck la Heps. Ouais, exactement. Fuck la Heps. Et big up à tous les habitués de l'émission. Bien et sûr. à tous ceux qui nous découvrent. Et à ce qu'il peut, on est en augmentation d'auditeurs en ce moment. Du coup, comme quoi, la cause carcérale, ça intéresse au moins quelques personnes. Ouais, de ouf. Et moi, je voulais faire un big up à Chacha, qui était dans les studios avec nous en début d'émission, mais qui a dû rentrer pour des raisons administratives et à cause de l'administration pénitentiaire. Bref, big up à toi, Chacha, et merci d'être venu. Big up, Chacha, c'était cool de te voir. Et moi, je voudrais passer une dédicace à toutes les personnes qui sont incarcérées. Courage à vous et perdez pas le moral. Et faites tourner le mot si vous êtes au CPH, Centre pénitentiaire pour femmes, ou c'est Centre pénitentiaire pour hommes, pardon, ou CPF, Centre pénitentiaire pour femmes, à Rennes. Faites tourner le mot à vos co-détenus, à vos potes et tout, qu'on existe et que ça peut des fois faire du bien d'écouter la radio. Norman, c'est ce que tu faisais quand tu étais en mais grave. C'est pas que moi je l'aurais bien écouté tout le temps, tous les jours de la semaine, à tout lieu. Bah tout ouais. Un jour peut-être. Hein. Chaque bonne chose a une fin et c'est l'heure de vous dire au revoir les chers petits loups. C'est ça. Et à dimanche prochain. À dimanche. Bisous. Musique. Et exactement. On se quitte sur je sais pas quoi, sur Curtis Hurting. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas. Bonne sieste à tous. Voilà. Et rejoignez-nous en studio si vous voulez participer à l'émission. Bisous. Bisous. Bisous.